Salam alaikum. Alaykoum salam, bonjour. Bonjour. Alors, Khoya Ahmed, est-ce que tu peux, dans un premier temps, déjà te présenter? Oui, je vais me présenter. Ahmed Akli, architecte. Je m'occupe du BE bâti, la Mhm. restauration. Voilà. D'accord. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, justement, comment t'en es arrivé à la restauration? T'as commencé comment? C'est quoi ton histoire? Ben, j'avais commencé à l'époque, bien sûr, avec des cours de post-graduation dans la restauration, dans la préservation du patrimoine et tout. Et C'est de puis, quelle année ça? c'était en 90, juste après le diplôme, Mhm. une année de cours. Et puis par la suite, je me suis lancé avec bien sûr des petits projets. Et puis petit à petit, on commençait à travailler. Donc on a commencé à toucher à des monuments de l'Antiquité. Puis on est D'accord. remonté jusqu'aux périodes ottomanes. Et puis tout ce qui est vieux bâti, voilà. Même durant ce qui a été construit durant la période coloniale. Voilà. Habitat vernaculaire aussi? Oui, bien sûr, l'habitat vernaculaire, il reste la ressource, bien sûr, ça reste la ressource de tous nos projets, de tous nos matériaux. Donc, on se ressource vraiment là-bas parce que si on parle d'habitat plutôt d'architecture vernaculaire, c'est carrément une synthèse de ce qui a été fait pendant des siècles et amélioré à chaque fois. Donc pour nous, c'est Qu'est-ce que tu entends par une synthèse? Tu veux dire que, en fait, quelque part, cet habitat vernaculaire, il s'est inspiré un petit peu de tous les apports oui, culturels c'est et il les a normal. appliqués. Déjà, on est dans le bassin méditerranéen. C'est un carrefour donc multiculturel, donc combiné à cette ressource qui est donc c'est-à-dire la pluralité des matériaux à utiliser, donc qui ont été donc disons utilisés pendant des siècles. À chaque fois, on essayait d'apporter une certaine performance, d'une part sur les matériaux et d'autre part sur cette conception de l'architecture. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup de, quand je dis une synthèse, donc c'est carrément, on peut voir des bijoux architecturaux. C'est une architecture sans architecte. D'accord. C'est vrai que bon, il n'y a pas cette panoplie d'ingénieurs, d'architectes, des gens qui réfléchissent, mais il y a une suite, C'est une disons. architecture, on dirait, d'intuition. En fait, les gens, ils travaillaient un peu à l'intuition. Et Oui, puis peut-être avec une relation, on va dire, avec la nature et l'environnement qui était vraiment, exactement. on va dire, intime. Exactement, parce que déjà, c'est tout ce qui est nous apporté comme, c'est-à-dire comme plus, comme amélioration, ce sont les contraintes du point de vue climatique ou de contraintes c'est-à-dire d'évolution ou Même de aussi production, d'agression, d'agression, bien sûr, voilà, pas seulement d'agression. agression de la nature, mais aussi on voit les ressorts, justement par rapport aux razzias, l'aspect sécuritaire. Ouais. Excuse-moi, je vais juste me permettre justement de te poser la question. Est-ce que tu penses que donc cette mine d'or, on va dire, ce patrimoine, cette mine d'or d'information, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'à ton avis, d'expert, est-ce qu'il est, on va dire, traité à sa juste valeur? Est-ce qu'aujourd'hui, ce patrimoine vernaculaire, tu as l'impression que d'un point de vue institutionnel, et pas seulement, même au niveau de la société algérienne en général, quelle relation elle a avec ce patrimoine? Oui, justement là, c'est-à-dire plus le temps passe, on voit qu'il y a une certaine dégradation de cette relation. Donc, pas loin que plus tard, j'ai vu que pas mal de pays dans le monde, ils s'intéressent, donc ils ont cette relation très étroite entre, c'est-à-dire leur ville et leur patrimoine. Donc, Mhm. il y a beaucoup d'exemples dans ce sens. Et chez nous, Donc c'est si pas le cas? c'est pas le cas parce que bon, c'est-à-dire que moi personnellement je pense quand l'État s'implique avec des moyens, on a l'impression qu'on va vers c'est-à-dire des grands moyens. Qui dit les grands moyens dit les grandes solutions. Du coup, on retombe sur un problème. Donc je dirais
circulaire, plus le temps passe, plus ce patrimoine est en train de se dégrader. C'est-à-dire, ma femme, quand tu dis on arrive aux grands moyens, tu veux dire que est-ce qu'il faut beaucoup de moyens pour restaurer ce patrimoine, s'en occuper? Non. Ou là, est-ce que en fait, Homa, ils ont une approche justement, ils pensent qu'il faut beaucoup de moyens? Non, moi je parle de la relation qui puisse exister entre, c'est-à-dire le patrimoine et la population. Il faut aimer le patrimoine. Il ne D'accord. faut pas que le patrimoine devienne un fonds de commerce. Pour certains, quand je dis l'État s'implique, parce que quand je dis l'État s'implique, ça veut dire qu'il y a relogement, il y a il y a les grands moyens. Donc du coup, on accélère la dégradation de ce patrimoine-là, parce que les gens, plus leur bâtisse, plus leur patrimoine est dégradé, plus l'urgence est signalée pour que c'est-à-dire tout le monde puisse. Donc, si c'est ce que tu as constaté toi sur le terrain en fait. Exactement. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui laissent dégrader exprès ce genre d'habitat. Exactement. Ça s'applique pour tout le patrimoine qui est pour beaucoup de cités qui sont en Algérie. Personnellement, je pense que cette relation doit changer, ou déjà la réappropriation c'est-à-dire de ce patrimoine, là, et essayer pour qu'il ne soit pas un fonds de commerce, parce qu'il est exploité par une certaine catégorie de personnes, et là le processus de dégradation est très rapide. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors selon toi? Je pense que moi, je pense que dans un premier temps, s'il y a intervention de l'État, elle doit se limiter aux espaces collectifs, aux espaces extérieurs, c'est-à-dire beaucoup plus redonner vie à la cité. Et ne pas s'impliquer par exemple, dans les maisons ou dans c'est-à-dire dans les bâtisses. Donc ça suppose les grands moyens. Donc du coup, toutes les vieilles bâtisses sont squattées en guise, c'est-à-dire les gens qui squattent, donc ils sont à la recherche d'un relogement. Donc et du coup on retombe dans le même problème. Si l'État s'arrête, c'est-à-dire si l'État limitait son action c'est-à-dire à l'extérieur c'est-à-dire il y a beaucoup de problèmes à régler, c'est-à-dire à l'échelle urbaine et tout. Dans un premier temps, par la suite, donc on laisse, donc il y a les équipements publics, c'est normal qu'il faut, c'est-à-dire c'est l'État qui les prend en charge, et le reste on le laisse. Voilà. Mais comment ça va permettre à préserver ce patrimoine si déjà les privés justement n'ont pas cette culture? Parce que je pense que souvent eux ils préfèrent le nouveau, al-qadim. Comment est-ce qu'on va pouvoir préserver ce patrimoine en fait? Oui, moi je parle d'un problème très important. D'accord. C'est dans un premier lieu, si on arrive à la réappropriation de ce patrimoine-là, on se réapproprie ce patrimoine sans pour autant qu'il soit, c'est-à-dire un fonds de commerce. D'accord, ce que tu veux éviter, Voilà. Disons par exemple, moi je vais donner un autre exemple dans un autre domaine. Moi je dis que par exemple, demain, quand une forêt est brûlée, un espace est brûlé, on devrait interdire son exploitation pendant 50 ans. Comme ça, les gens arrêteraient de le brûler pour pouvoir l'exploiter. Donc toi, ce que tu es en train de dire, si j'essaye de synthétiser, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faudrait arrêter quelque part de permettre à des gens de laisser, comme prenons l'exemple, j'ai l'impression de la Casbah, qu'on l'entretient en état de perpétuelle insalubrité et détérioration, parce que ça ramène des fonds et l'argent tourne. Et en fait, voilà, j'ai compris maintenant. Après, on ne verra jamais le bout du tunnel parce que on n'a aucun programme ni à court, ni à moyen, ni à long terme. D'accord. Donc en fait, il faut continuer à bricoler, toujours c'est-à-dire les problèmes que nous avons créés qui ressurgissent. C'est-à-dire ça fait plus de presque 60 ans qu'on reloge. Donc bon. Pour toi, en fait, il faut dépolitiser la chose et il faut la rendre beaucoup plus publique et il faut inciter les citoyens et les propriétaires à prendre leurs responsabilités. Et ça va passer aussi par une sensibilisation. Voilà. Maintenant, si on en revient à cet habitat vernaculaire, parce qu'il y a tellement de choses à dire, on ne pourra pas tout aborder ici. Si tu devais en dégager des principes, en fait, toi qui as eu l'occasion quand même de restaurer quand même dans plusieurs endroits du pays, donc tu as une vision quand même assez, on va dire, globale, nationale de la chose, est-ce qu'il y a des principes communs qu'on va retrouver un petit peu dans cet habitat en fait?
Oui, bon, de toutes les manières, si on parle de la restauration, donc on n'a pas besoin d'énumérer des chartes de restauration. Il y a beaucoup de principes dans la Mais restauration, je mais parle des aussi de... principes dans l'habitat Terana. Est-ce que par exemple, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu vas retrouver dans tous les habitats vernaculaires algériens, des choses qui se répètent en fait. C'est ce que j'appelle des Oui, oui, principes. oui, oui. Par rapport à ça, justement, je voulais en parler. Donc, il y a sûrement, il y a bien sûr, il y a des cultures, certes, c'est-à-dire des Local. cultures locales et régionales. Mhm. Donc, c'est vrai que bon, qu'avec la technologie, beaucoup de choses commencent à changer pour abandonner, c'est-à-dire des anciens systèmes d'habitat qui Mhm. n'apportaient pas beaucoup de confort et tout. D'accord. C'est normal qu'aujourd'hui, on se lance vers d'autres modes de vie Mhm. où il y a plus de, c'est-à-dire de confort, mais c'est à l'architecture d'essayer de marier c'est-à-dire cette modernité et tout ce qui est historique, tout ce qui est ancien et tout, pour redonner une certaine dynamique. Donc, je sais pas, j'ai pas cité par exemple soit l'architecture néo-mauresque ou autre. Mhm. C'est-à-dire que la ressource en elle-même, elle existe. Il faut juste voir comment, c'est-à-dire revoir plutôt cette conception et cette bibliothèque elle-même vivante qu'il faudrait, c'est-à-dire redynamiser dans un nouveau, c'est-à-dire dans un nouveau décor avec des matériaux nouveaux, bien sûr. Ça veut dire que toi, ce que tu... Bon, justement, le néo-mauresque, on peut en parler. Il a eu quand même une influence assez néfaste au Bien final sûr. sur... Mais ce que tu veux dire, c'est que l'idée au moins qui était intéressante, c'était d'avoir une relecture moderne d'un patrimoine. Ça veut dire d'aller chercher à droite à Exactement, gauche bien et de sûr. refaire une synthèse. Mais si je devais synthétiser, en fait, parce que j'ai toujours pas réussi à t'exprimer ma question, c'est... Qu'est-ce qui ferait la différence, par exemple, entre l'habitat vernaculaire d'Afrique du Nord et l'habitat vernaculaire, je sais pas moi, d'Italie ou là de France? Comment toi tu sais, comment tu identifies cet habitat? Comment tu le qualifierais? Moi, par exemple, je trouve qu'il y a un truc pour te donner un exemple, moi je trouve que la sobriété, c'est quelque chose qui est souvent qu'on retrouve, c'est-à-dire pas forcément de beaucoup d'ornementation, de Oui, choses très oui, bien complexes, sûr. même si bien sûr il y a eu des palais qui ont été construits par nos Bien ancêtres et sûr, tout, ouais. mais si on parle vraiment de l'habitat de tous les jours, j'ai l'impression que voilà, et c'est aussi voilà, je sais pas si tu as d'autres éléments à nous donner par exemple. Ouais, oui. Donc, moi, je peux en parler, par exemple, c'est-à-dire de l'impact qu'a eu l'architecture sur le bassin méditerranéen. Mhm, Donc, sur tout le bassin méditerranéen, on retrouve une certaine identité que l'on ne retrouve pas ailleurs. C'est pratiquement des typologies qui reviennent, donc mhm. pratiquement dans tout le bassin méditerranéen. Mais au-delà cette typologie, de cette lecture globale c'est-à-dire de cette architecture-là, c'est-à-dire on se met dans le détail pour faire une lecture détaillée Mhm, par rapport de chaque région. mhm. Donc que soit donc elle s'exprime, que ce soit par exemple que ce soit les couleurs, la géométrie ou autres matériaux. Il y a des Bon, grandes familles. il y a des grandes lignes. Il y a des Alors, grandes quelles sont lignes, ces par grandes exemple. lignes? Les grandes lignes, si vous prenez c'est-à-dire par exemple la maison, c'est-à-dire tout ce qui se fait dans l'Algérois par Mhm. rapport à Tunis. Donc déjà dans la couleur, donc on peut se situer beaucoup plus par exemple au Maroc par rapport c'est-à-dire Mais en Algérie, déjà, alors on va un peu refocaliser. Désolé comme on peut pas tout aborder. ouais, Alors en ouais. Algérie, les grandes familles d'habitat, elles sont lesquelles? On va Les dire grandes les grandes familles architecturales, les, grands- vernaculaires. les grandes familles architecturales, on peut parler par exemple des maisons intramuros, par exemple. D'accord.
Donc c'est des maisons, ils ont des petites parcelles, donc ils étaient obligés d'avoir un patio. Donc c'est la maison introvertie. Donc D'accord. c'est la typologie, c'est-à-dire Et une ça, on typologie retrouve dans quelle région? prépondérante. C'est pas forcément régional, c'est plutôt contextuel? Non, c'est pratiquement, donc c'est une typologie d'habitat qui répond c'est-à-dire aux besoins qu'exprime c'est-à-dire la famille. Donc on se retrouve soit avec le patio ou la maison, et à l'extérieur, donc à l'extramuros, dans le rural ou tout, on peut retrouver la maison à cour. D'accord. Donc c'est l'espace convivial à l'intérieur où tout est, c'est-à-dire tout est centralisé par rapport à cette cour-là. D'accord. C'est pratiquement. Belarbia, c'est quoi les termes ou بالعربية donc c'est la maison فيها الساحة منزل بالساحة ولا منزل بالفناء c'est le D'accord. patio. Ok. Voilà, donc tout est, c'est-à-dire central par rapport à cet espace-là qui crée cette convivialité pour c'est-à-dire la famille. Après, pour l'équipement public, donc ça change, que ce soit pour les mosquées ou autres. Donc c'est des typologies très différentes par rapport que ce soit aux âges ou par rapport Aux régions. aux régions ou par rapport à, c'est-à-dire aux matériaux et aux moyens et tout. Voilà. Voilà. Et pour finir, donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même un renouveau un petit peu est-ce qu'il y a un retour vers ce patrimoine? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des associations, il y a des jeunes architectes qui reviennent et tout. Ouais, oui, bon, je dirais qu'il y a un retour, bon, je dirais en force, parce que déjà dans les années 90, donc il y avait que le nombre d'architectes qui, par exemple, architectes, ingénieurs, sociologues, archéologues n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. D'accord. Tout le monde s'implique pour la préservation de ce patrimoine. On le prend comme étant singulier pour essayer c'est-à-dire ne pas le confondre avec n'importe quel autre, c'est-à-dire travaux ou préservation. C'est une part d'identité importante. Exactement. On s'oriente aujourd'hui vers plus c'est-à-dire de prudence, notamment c'est-à-dire dans la restauration. Où on fait un peu moins les choses rapidement, on fait des recherches. Les choses rapidement, on fait des cahiers de charges, disons des cahiers de charges où c'est bien défini ce qu'on va faire, avec qui on va travailler et tout. Donc tout ça, donc je pense que nous sommes sur la bonne voie. Sur la bonne voie. Donc déjà pour démarrer, par la suite, c'est normal, il va y avoir beaucoup d'améliorations sur le plan, c'est-à-dire que c'est-à-dire lecture, diagnostic, laboratoire et tout, et surtout sur la restauration d'éléments architectoniques qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il y a des générations qui vont venir, qui ont commencé à se perfectionner dans ce sens, que ce soit la restauration quand je dirais, la restauration du bois, la restauration du peinture, la restauration des stucs, la restauration des mosaïques. Il y a beaucoup de matériaux dans la restauration. Et dans le futur, ça va venir. Je pense qu'il y a eu une génération pionnière, peut-être, qui a un petit peu débroussaillé la chose, qui a remis la chose au goût du jour. Ouais. Et peut-être que grâce au travail de cette génération pionnière, celles qui viennent, elles ont déjà travaillé dans l'expérience, ne serait-ce ne pas toucher, ne pas démolir. Elles ont l'expérience de vos erreurs et de vos réussites. Exactement, surtout l'expérience c'est-à-dire des erreurs des uns pour ne pas refaire. À l'époque là où on parle beaucoup des changements climatiques, on parle de réchauffement, d'aridité, de ce retour de la sécheresse et tout, est-ce que tu ne penses pas justement que cet habitat vernaculaire, je dirais ces habitats vernaculaires, parce qu'apparemment il y a quand même plusieurs particularités selon les régions, comme tu as dit, selon les époques, on ne peut pas la résumer à un seul... on va dire à un seul type d'habitat, mais est-ce que tu ne penses pas que justement on a énormément de choses à puiser, de savoir-faire en matière de climatisation naturelle, en matière
d'isolation, en matière de traitement. Tu me parlais tout à l'heure pour les traitements. On ne va pas se mentir. Tout ce qui a été fait dans le passé, ils n'avaient pas, c'est-à-dire tous ces moyens que nous disposons aujourd'hui. Donc déjà, une certaine autonomie en matière d'eau, une certaine, c'est-à-dire une certaine régulation dans c'est-à-dire les changements de température climatique. Donc c'est-à-dire tous ces éléments-là, c'est-à-dire qui réfléchissaient à ce confort. Des traitements aussi contre les insectes. Exactement, aussi, sachant qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Donc réellement, c'est-à-dire que qu'on pouvait aujourd'hui continuer à fonctionner sans l'apport énergétique, c'est-à-dire d'aujourd'hui, avec une grande autonomie. Autonomie. Je pense que ça, c'est un des principes, justement, bon, je pense que c'est le principe de l'habitat vernaculaire en général, de manière universelle, mais en Algérie, j'ai vraiment l'impression, et en Afrique du Nord, et dans ces pays de zones arides, semi-arides, j'ai l'impression que l'autonomie, c'est vraiment le maître mot. Et si je devais résumer ce que tu es en train de dire, c'est que quelque part, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir acquis de nouvelles techniques, de nouvelles technologies qui peuvent autant nous donner les moyens de nous éloigner de ce patrimoine que de nous en rapprocher avec de meilleurs outils. C'est-à-dire que toi, tu penses qu'aujourd'hui, il faut utiliser cette technologie justement pour revenir, peut-être améliorer et puis peut-être comprendre encore mieux ce patrimoine. Je ne sais pas si j'ai résumé ce que tu as dit. Parce que déjà, les gens, c'est-à-dire quand c'est-à-dire construisaient à une certaine époque, ils n'avaient pas, comme je dirais, à risque de me répéter, tout ce confort que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils optaient pour des solutions, disons, efficaces et tout. Donc, toutes ces solutions-là, elles ont fait leur preuve. Il n'y a lieu que de revoir ceci pour c'est-à-dire les remettre sur le bon assises et redémarrer avec ça. Il faut juste leur faire confiance parce que ils ont fait preuve de sagesse. Exactement, ils ont fait preuve de performance. Tu peux nous parler, là ça va être vraiment la fin, moi j'aime bien faire les conclusions qui n'en finissent pas, je suis désolé. Est-ce que justement pour que les gens situent bien, ils t'ont entendu parler et tout, est-ce que tu peux nous citer justement quelques-uns des travaux dont tu es fier, de restauration que tu as faites en Algérie, un espèce de petit CV rapidement? Je vais essayer d'en parler un tout petit peu. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur le théâtre romain de Guelma. D'accord. Donc, j'ai pratiquement supprimé une poutre en béton qui, c'est-à-dire traversait toutes les colonnes. Et je l'ai remplacé par une solution qui peut, c'est-à-dire facilement être enlevée, remplacée. Donc, une poutre tridimensionnelle en acier. Voilà, j'ai eu l'occasion c'est-à-dire de récupérer une manufacture d'armes, donc qui était pratiquement en ruine. Amiliana? Ah, je l'ai vu. Je la connais, celle de l'émir Abdelkader. Voilà, donc on a repris donc tous les principes de refonctionnement de la manufacture. Donc c'était un projet qui a duré pratiquement presque 10 ans en travaux de restauration. J'ai pratiquement grandi là-bas. D'accord. C'est magnifique parce qu'on avait repris tous les systèmes hydrauliques d'eau, donc toutes les ressources qui existaient, qui étaient en oui, puisqu'il faut rappeler que cette manufacture, elle marchait à l'eau en fait. Bien sûr, oui. On les a ressuscités. Donc c'est pratiquement... voilà, tu as d'autres choses, d'autres... Oui, j'ai eu l'occasion de faire j'ai eu l'occasion de travailler sur la maison de Cheikh Ben Ramadan. Voilà, et puis bon, j'ai travaillé sur pas mal de monuments antiques, des monuments de la période ottomane et des monuments de la période coloniale. D'accord, voilà. Donc toi c'est quand même, en général, tu as beaucoup travaillé sur les monuments, sur les grands, bien sûr, les grands trucs. Voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je te remercie beaucoup. Il faut dire que quand même tu es venu ici aujourd'hui pour aider pour un chantier solidaire. Et ça, voilà, tu merci de nous avoir donné ton temps. Je suis venu beaucoup plus parce que
je crois à la réussite. Je vais revenir pour revoir ce que j'ai fait. Voilà, pour aider. D'accord, super. Voilà. En tout cas, ça, tu vas aider justement à apporter un peu plus de confort Voilà. à des gens qui vivent dans une maison ancienne et qui ont du mal vraiment à l'entretenir et tout. Et voilà, donc Voilà. on va faire avec des moyens du bord, Bien sûr. mais avec beaucoup de cœur. Non, on va faire avec les moyens de bord. C'est normal qu'on va faire, mais on va faire quelque chose de durable. Croyez-moi, Inch'Allah. Ouais. c'est-à-dire c'est pas du bricolage. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on va faire du bricolage. On va pas faire ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Je le ferai D'accord. pas. Voilà. Allez, Je merci vous beaucoup. remercie. Saha. Et puis à notre retour. Saha. Voilà.